ici, nous sommes dans l'atelier de dessin. Je suis très heureux de t'accueillir ici. Mais c'est avec un grand plaisir que je suis là. Il y a quelques sculptures dans cet atelier de dessin. Je voulais t'en présenter quelques-unes qui sont un petit peu, je dirais, emblématiques, c'est Oui, peut-être beaucoup oui, dire. oui. Enfin, qui ont, dans mon souvenir, marqué des étapes, en particulier celle-ci. Son titre, c'est Le chemin à partir de l'homme qui marche. C'est-à-dire, c'est, comme le titre l'indique, une espèce d'inversion des choses. Le sentiment, à un moment donné, on pouvait avoir une lecture de la réalité complètement opposée à celle qui est habituelle, en tout cas à celle qui nous est enseignée. Ça, c'est au niveau des mots, et la sculpture, c'est pas fait de mots, c'est fait de sensations. Ces sensations, c'est plutôt elles qui, petit à petit, ont amené à ce retournement de la pensée, plutôt que du regard. Donc là, cette sculpture, elle est à la fois, je dirais, elle est à la fois censée représenter la plaine, l'espace La plaine, ouais. qui entoure l'atelier, mais qui, d'une certaine manière, traverse l'atelier, Oui, qui, est qui est contenu, l'atelier est c'est contenu dans la ça. plaine, donc la plaine est là, ici présente, elle est présente à notre esprit, elle est, je dirais que d'une certaine manière, elle nous traverse aussi. Oui. Elle est présente tout autour. Là, nous sommes dans un petit village et dès qu'on sort du village, la plaine est partout. Oui, Oui, la oui, plaine est c'est ça. partout, Oui, elle est, je dirais, c'est pas la réalité d'un mur qui oui, sépare, le paysage n'est pas quelque chose qui est extérieur. C'est quelque chose qui est traversant, qui oui, habite. C'est ce qui du paysage traverse, ce qui du paysage à la fois nous contient et nous baigne. Et nous baignons dedans. C'est cette sensation que quand on suit un chemin, quand on parcourt la plaine, d'une certaine manière, ce que l'on en voit, ce que l'on en sait, ce que l'on connaît d'elle, ce que l'on apprend d'elle, finalement, c'est peut-être ce que l'on a besoin d'apprendre, ça vient peut-être de nous. Euh, on est peut-être l'auteur, d'une certaine manière, de la plaine. Comme là, j'essaye d'être l'auteur de cette sculpture. Alors, c'est une sculpture en résine polyester, oui, mais le matériau d'origine, c'est de l'argile, oui, c'est un oui, oui. modelage, Oui. et le polyester, c'est simplement un tirage qui est effectué dans un moule en plâtre. Ce que j'avais pensé à un moment donné, et cette autre sculpture-là le dit à sa manière, c'est à quel point, je dirais, le, la réalité, le paysage, vient nous scarifier ou vient s'imprimer sur nous, voilà, vient nous modeler d'une certaine manière. Nous sommes modelés par l'extérieur, mais aussi, je dirais, d'une certaine manière, par l'intérieur. Et j'ai toujours pensé que la sculpture, c'était pas quelque chose qui était à l'intérieur, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, c'est juste la peau, c'est juste la délimitation. C'est aussi un marcheur, celui-là. Ça, C'est c'est un ça. marcheur, C'est un oui. marcheur aussi. La C'est ça. sculpture s'appelle L'homme jusqu'à la plaine. C'est Oui, l'idée du marcheur avec oui. l'idée que le chemin Le chemin, oui. euh, vient en lui, enfin, ou part de lui. La sculpture, elle doit tout représenter. Elle doit représenter à la fois l'homme, l'être, Oui, et puis ce qui l'entoure, oui, oui. ce qui le contient. Elle doit tout dire, elle est obligée de tout dire. Je n'avais que cette surface sur laquelle je pouvais exprimer toutes les choses. Donc ça a fait cette espèce de, de construction, je dirais, ou d'assemblage. Oui. Voilà, c'est une sorte d'assemblage. Les choses sont intimement liées, c'est une sorte de... C'est un alliage, voilà, Oui, c'est une alliance oui, entre deux choses. C'est pour moi très très important, peut-être plus important que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est à quel point la sculpture est dehors. C'est-à-dire que quand je la modèle, mais quand elle est, après avoir modelé, quand elle est présente parmi nous, elle est là. oui. Elle est là et je tourne autour, je la Mhm. vois Oui, oui, différemment. oui. Elle est, si je la prends, je peux l'enlever, je peux la mettre ailleurs, mais il y a cette espèce d'idée d'un espace partagé. Elle partage notre espace. Elle est dans notre espace. Alors que le dessin est quelque chose qui est vraiment à part. Oui, C'est-à-dire que il nous oblige complètement à sortir, à ne pas. Il n'est pas ici le dessin. oui, Il est oui, précisément ailleurs. oui, oui. Et ça, je trouve que peut-être que c'est ce qui fait de la sculpture un art fondamentalement différent, substantiellement différent. C'est une chose où l'intimité est ici même. On a un espace, mais il y a des sculptures et elles sont avec nous. Mm. Elles ne sont pas à Oui, part, oui, oui, elles sont oui, oui. avec nous. Oui, je Et, comprends très et, bien, ouais.
Et si on se penche, si Oui, on est... oui. Tout rapport que l'on a avec la sculpture, c'est un rapport entre spatial, intellectuel, mental, lié au mouvement, lié à l'espace. Ça, c'est très important. Donc ça, c'était une sculpture qui a daté des années 2000 à peu près, qui a, euh, qui a un côté presque plan. C'est parce que je pensais que le paysage, on l'accueillait complètement frontalement, et donc latéralement, le corps pouvait se distendre comme ça, on pouvait accueillir le paysage sur toute la largeur de son corps. Et quand on est dans la plaine, on a vraiment cette sensation de largeur, Oui. d'étendue. On n'est pas limité, il n'y a pas de bord au paysage. Et, euh, et donc, si je prends celle-ci, donc, voilà, je la mets là. Euh, euh, D'abord, il y a une importance physique, c'est vrai, mais tout de suite, cette sensation de partage de l'espace, j'espère que tu l'as, Oui, oui, oui. qui est pour moi extrêmement importante. Elle part vraiment de ce plan et elle est vraiment là pour épouser le plan. Pour moi, c'était très très important ça. C'est-à-dire qu'elle suggère une limite qui va au-delà de son propre Oui, contour. Oui. oui. Il y a quelque chose qui vient du coup, Oui. qui n'est pas arrêté, n'est-ce pas? Il y a vraiment la possibilité que les choses viennent, que l'espace vient et on y rentre presque incidemment. On rentre dans la sculpture incidemment. Oui. Et de toute manière, c'est une question qu'on va retrouver dans le dessin, une question de rapport à l'intimité. Pour moi, toute œuvre d'art est d'abord l'acceptation d'une intimité. François Julien dit, pour un livre qu'il a écrit tout à fait récemment, L'incommensurable, il parle du saut dans l'intimité. Euh, Ce saut dans l'intimité, une œuvre d'art, de toute façon, elle exige Oui. ce saut dans l'intimité. Oui. Lui, il en parle pour le rapport entre un homme et une femme, enfin, ou une relation, la relation sociale, on reste à une distance, il y a un jeu social, il y a un jeu de pouvoir, un jeu d'amitié, de choses comme ça, mais on reste avec une forme d'écart, une forme de distance qu'on ne peut pas mettre bord à bord. Et quand on fait à un moment donné le choix de véritablement sauter dans l'amitié de quelqu'un, d'entrer dans son amitié, à ce moment-là, tout est différent. On ne passe pas d'une réalité à une réalité très proche, on passe d'une réalité dans une autre réalité qui est Oui. de l'intérieur. On vit la personne de Oui. l'intérieur. Oui. Et si je prends cette sculpture-là, pour moi c'est une femme, et c'est Laure, ma femme tout simplement, mon épouse. Oui, Parce c'est que ça. Laure, elle partage complètement mon intimité et elle est complètement livrée dans cette sculpture pour moi. Elle est complètement là. C'est sa présence, c'est elle. C'est parce que d'une certaine manière, je fais corps avec elle. C'est donc une troisième sculpture qui est une femme assise. C'est un titre beaucoup plus simple. Les choses se sont simplifiées quand même Oui. avec le Avec temps. le temps. Peut-être au niveau de la forme, pas complètement, mais en même temps, ce sont toujours plus ou moins des collines. Hein. Oui. C'est toujours quelque chose de relativement simple. Partant d'un modelage, c'est toujours une résine polyester. Une femme assise, c'est-à-dire que c'est donc Laure, c'est la seule personne qui partage mon intimité. Oui. Donc et la sculpture pour moi, c'est d'abord, il faut rentrer dedans, il faut rentrer dans une forme d'intimité pour l'aborder. Cette histoire d'intimité, c'est très important pour moi. Pourquoi on se rapproche de quelqu'un, on a un sentiment d'amitié, on se sent bien et on sent que la personne vous accepte. Il y a ce moment de la découverte de l'autre, elle est extraordinaire. Il y a des gens qui font cette expérience plusieurs fois dans leur vie. Moi, je l'ai fait qu'avec Laure. Quand je l'ai rencontrée, ça a pris du temps, c'était lent, mais j'étais incapable de faire une deuxième fois cette expérience de partage de la vie. Ça aurait pu, mais c'est comme ça. Cette sculpture, elle a un petit côté baroque. Toutes mes sculptures sont un petit peu baroques, mais je n'arrive à trouver l'équilibre dans les formes que à partir d'un fourmillement. C'est par une forme de complexité. Je ne sais pas trouver l'équilibre par la simplicité. Elle fourmille, elle est un peu baroque et elle est un petit peu, je veux dire presque un peu ironique ou fantaisiste. Voilà. Il y a une forme de fantaisie dans cette pièce, d'amusement. Alors on constate que euh, euh, il y a comme un petit escalier qui gravite. Il y a toujours plus ou moins un cheminement, hein,
une espèce de petit escalier qui gravite comme ça, et donc qui commence à aborder le visage, qui à la fois partirait de ce qui est le bas du corps, monte, grimpe le long du corps pour atteindre quelque chose sur lequel il est sur le point d'accéder. C'est une sorte de cheminement, une invitation à cheminer. Voilà, donc après il y a plein de petits détails qui pourraient être remarqués, entre autres que cette sculpture, je devais avoir les ongles longs, parce qu'en fait il y a beaucoup de marques. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, vis-à-vis de l'or, est-ce que ça a un rapport, je ne sais pas. Mais je pense que l'ongle, c'est, dans la sensibilité de la main, c'est ce qui va le plus loin. Peut-être c'est ce qui est le plus amoureux. Il y a toujours un côté amoureux, presque sensuel, ou une sculpture, c'est une affaire amoureuse. Hein. Bien sûr. Oui. Dans le dessin, c'est autre chose. Et donc, on va parler un petit peu du dessin maintenant. Dans le dessin, je dirais que je suis seul et je suis loin. Et quand il y a des poètes qui ont commencé à écrire sur mes dessins, celui-là est très important parce que c'était la première fois. C'est la première fois. Éric Coisel est venu me voir à l'atelier avec des grands papiers. Il m'a dit ce serait bien que tu fasses des très grands dessins. Et après, je les porterai à Salastétier. Donc j'ai commencé à faire une série de grands dessins qui n'étaient donc pas des livres. C'était vraiment des dessins pour être des dessins. Et Salastétier a écrit un poème qui s'adresse manifestement, je dirais, au dessin, d'une certaine manière qui s'adresse à moi en même temps. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, et ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que le dessin pouvait être un espace où il y avait une compagnie. Oui. C'est-à-dire où je n'étais plus seul. Tout d'un coup, quelqu'un m'accompagnait d'une manière complètement différente, mais me tenait compagnie. Et d'avoir la compagnie de Salastétier, c'est merveilleux, parce que chaque fois que je relis son poème, je le retrouve, je le réentends, je le vois à nouveau. Et chaque fois, je suis émerveillé par la justesse de son propos, par la façon dont il est venu là. Il tient compagnie dans le sens qu'il est vraiment compagnon. Il accompagne le dessin, il accompagne le voyage qu'offre ce dessin, le mouvement, il accompagne les questions que je me suis posées en le faisant, il accompagne les solutions que j'ai trouvées ou que je n'ai pas trouvées, enfin les difficultés. Il est vraiment présent. Nous sommes présents tous les deux dans ce dessin. Et je ne sais pas qui est le plus présent, ça n'a pas d'importance. Ça. En tout cas, nous sommes présents là, tout d'un coup, dans un dessin. Un dessin, c'est toujours une fenêtre sur... le dessin ne partage pas tout à fait notre espace. On peut le contempler, on peut être très heureux devant, mais il ne partage pas notre espace. La puissance de la sculpture, j'y reviens, c'est ce partage fondamental d'un espace. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent en être gênés. Il y en a d'autres qui, au contraire, en ont besoin. Ils sont tout d'un coup pas seuls. Alors, quand on pense à des sculptures extrêmement figuratives et de proportions humaines, c'est vrai que le partage est tout d'un coup absolument incroyable. Ce que je peux ressentir et ce que j'ai voulu exprimer dans ce dessin, c'est à la fois le rapport que nous avons au paysage, à la réalité dans toute sa richesse, et l'essentiel de la richesse de la réalité de la plaine, c'est précisément cette séparation entre la terre et le ciel. Et d'un homme qui, incidemment, presque involontairement, sans faire attention, mais fait quand même la jonction entre la terre et le ciel. C'est vrai. Il est là, Oui. entre les deux. Et tout lui arrive, d'une certaine manière. Il n'en souffre absolument pas. Au contraire, il est plutôt heureux, mais tout lui arrive. Peut-être que le fait d'avoir utilisé du noir et que la silhouette ne soit pas définie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui c'est, on ne reconnaît pas des traits, on sait seulement que c'est une silhouette humaine, enfin j'espère, qu'on reconnaît tout simplement un homme. Qui plus est, on imagine qu'on le voit de dos aussi. On peut imaginer qu'il s'éloigne ou qu'il s'avance, absolument. Il n'a pas de sens, il n'a pas de... par rapport à nous, il est avançant, reculant. Il est, comme dit Salastétier, dans une marche immobile. C'est-à-dire qu'il marche
C'est deux termes qui ne vont pas ensemble. On ne peut pas faire une marche immobile. Pourtant, il est dans une marche immobile. Il est brisé de traits. Ça, Effectivement, brisé, je trouve que le choix de choisir le terme de brisé pour parler justement de ce qui arrive à cet homme, il ne signifie pas qu'il est accablé de traits. Il est brisé dans le sens visuel, dans le sens de ce qu'il ressent de la réalité. Tout est en brisure. Et son esprit est sans cesse en train de coller les morceaux, en quelque sorte, de rattacher la plante au sol, de voir que tel sillon, tel autre moment de l'existence qui participe à sa propre existence. Il y a une sensation d'immobilité, mais tous ces traits sont du mouvement en même temps. Quand on est dans un paysage, on marche, mais on n'a pas l'impression de progresser, surtout comme ici, quand le paysage est très très loin. On a l'impression on se déplace parce qu'on sait qu'on se déplace, mais on a l'impression en même temps d'être immobile dans le paysage. Oui, on est toujours au même endroit. Oui, c'est ça. Oui. On a beau avancer, on n'avance pas en même temps. Et en particulier par rapport à la présence extrêmement forte de l'horizon ici, qui est un phénomène visuel. On ne peut pas approcher l'horizon. Il est toujours à la même distance. Il s'enfuit toujours au fur et à mesure qu'on avance. Ouais. Et l'autre particularité de l'horizon ici, en particulier, c'est qu'il il ne s'arrête pas dans sa largeur. On tourne sur soi-même et l'horizon se prolonge. Donc il n'y a pas on ne peut pas dire que le paysage commence. On ne peut pas dire que le lieu commence quelque part. On ne peut pas dire qu'il s'arrête quelque part. C'est une expérience que l'on peut refaire à tout moment. À la fois de la solitude, parce que la plaine, on est extrêmement vite tout seul, de solitude, et en même temps d'une incroyable compagnie. N'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est ça ce que tout d'un coup, Salah redit, m'accompagne de sa pensée, de son éclairage, parce que la pensée de Salah est toujours très éclairante. L'ensemble des textes qu'il a écrits pour cette série de dessins s'appelle Blé des hommes. Et celui-ci commence un petit peu de manière sombre, puisque ça commence par peur. Et c'est répété 3 fois. Peur, peur, peur. Donc il y a une inquiétude formidable qui est dans ce dessin. Salah a senti une inquiétude. Moi, je dois dire que non, je n'ai pas du tout cette inquiétude. Donc il m'accompagne de son inquiétude, mais je veux bien lui donner la main à Salah, je l'accompagnerai sans problème. À propos du blé, il dit « Les champs autour sont des labours antiques. Pas de blé dans ce monde, mais le blé des images. » Donc c'est effectivement cette richesse qui nous est donnée en permanence. François Julien a écrit un livre un petit peu ardu, mais en même temps que j'ai trouvé absolument passionnant, avec des moments, je dirais, très émouvants même. Voilà un philosophe qui a été dans l'émotion de temps en temps, dans des propos très personnels, dans un livre qui s'appelle Vivre de paysage. Précisément, c'est ça, à quel point les images sont un blé. Donc je suis bien d'accord avec ça, Stéquier, de la richesse et de l'apport de la nourriture de cette réalité. Ça, c'était en février 2008. Il y a un arbre au fond du jardin qui fait des feuilles, des très jolies feuilles, et je m'en étais servi pour faire des empreintes. Et je me suis longtemps demandé pourquoi j'avais imprimé cette feuille. Alors il y a d'autres dessins de la série avec aussi parfois des empreintes de ces types de feuilles. Qu'est-ce qu'elles signifiaient? Peut-être j'ai eu peur, moi aussi, d'une espèce de sécheresse. Et la compagnie de cette feuille, tout d'un coup, c'est une feuille vivante, en quelque sorte, c'était une feuille qui était verte. Je l'avais imprimée là. Ça donnait une compagnie, une présence végétale qui était quand même libérée d'une oppression. Ça, c'est un dessin, c'est une femme assise dans le paysage. Ce paysage, il est un petit peu modifié parce que la présence de l'or, nous sommes partis tout simplement, nous sommes partis avec une chaise, l'or, et ce que je voulais voir, c'est si tout le paysage se rassemblait en elle, ou si au contraire, c'était elle qui se dispersait dans tout le paysage. Donc si c'était plutôt quelque chose qui était dans le sens de la dilution, de l'éparpillement, ou au contraire, si tout se rassemblait en elle. Et évidemment, ça a plutôt penché vers cette solution-là, enfin cette impression-là,
essentiellement que tout le paysage, elle le contenait d'une certaine manière, alors qu'il est présent évidemment tout autour. C'est le paysage qui a été choisi, c'est un paysage qui est le début d'un vallon tout proche d'ici, c'est-à-dire que ce sont des formes déjà un peu plus courbes, qui ont un côté déjà plus sensuel, plus féminin, plus accueillant, je dirais, qui n'ont pas ce côté comme ça radical et terrible de cette ligne Dénudé, qui sépare, oui. voilà, dénudé, Oui. austère, Oui. qui sépare comme ça le corps, le divise en deux. C'est plutôt une sorte d'enfouissement, c'est quelque chose de beaucoup plus intime. Voilà. C'est pour ça que peut-être le thème de la femme, et précisément de l'or, qui est pour moi l'intimité maximale, Oui. j'ai utilisé cette idée-là. Tout ça, c'est des réflexions qui viennent après coup, parce qu'en réalité, quand je travaille, les choses sont beaucoup plus intuitives. Donc je voulais montrer ce dessin dans la mesure où il sortait du cadre strict de la ligne d'horizon. Alors sinon, ce sont des dessins qui sont moitié encre de Chine, moitié acrylique, moitié crayon. Quand je commence un dessin, je sais quand je le commence, mais je ne sais jamais quand je le termine. On va mettre un autre dessin. Une femme assise. C'est encore une femme assise. Et alors là, on voit bien à quel point cette question de la dilution du corps, Oui. mais de la pensée même, dans le paysage, à quel point le personnage, la figure, est traversée par le paysage, c'est véritablement ce que je voulais exprimer. Mais en même temps, on voit aussi clairement à quel point on pourrait prendre les choses complètement à l'envers et dire que c'est de ce paysage, de tous les fils, de tous les liens du paysage qui viennent se nouer à l'intérieur, qui tissent le corps, qui le réalisent petit à petit. Donc c'est plutôt là un corps qui apparaît, c'est l'apparition du corps, l'apparition de la présence, grâce à tous ces liens qui sont là et qui se tissent. Donc c'est presque, je dirais, le paysage est une sorte de métier à tisser. C'est un petit peu ce que j'ai cherché, enfin ce qui s'est dit et ce que je ressens. Et comme je fais beaucoup de dessins, ce qui apparaît dans l'un va servir aussi au début de la construction d'un autre, puis il va se mettre comme ça une série de dessins. Il y a les traits qui se mélangent forment une trame. Et il y a un visage qui apparaît là, cette fois-ci, sur ce dessin. Oui, oui, oui. Très oui, nettement. oui, Ce oui, qui n'est pas toujours le cas. Oui, et de Oui. plus en plus dans les sculptures, de plus en plus le visage apparaît, parce qu'il est à la fois le tissage, mais quelque chose qui à un moment donné est plus que bouleversant, qui est finalement la figure humaine. Oui. Et je pense que finalement ce que cherche l'artiste, c'est à donner un visage. Oui. Ce visage que nous avons, que nous reconnaissons, qui nous particularise, je dirais, qui est une forme de signature. Il est extrêmement important que nous le reconnaissions, que chacun puisse le reconnaître, qu'on puisse se reconnaître, qu'on puisse se différencier en quelque sorte, avoir notre existence propre et d'une certaine manière accepter l'existence de l'autre. Alors, ceci, ce sont des dessins où, je dirais, d'une forme de solitude. Et je l'ai dit tout à l'heure, Oui. quand un poète intervient, c'est tout d'un coup un dessin qui n'est plus seul, Oui. où il y a une espèce de compagnie. Une compagnie des plus étonnantes, ça a été celle avec Hubert Lucot. Un jour, Éric Coisel est venu à la maison en compagnie d'Hubert Lucot pour qu'il vienne travailler sur les dessins. Peu de temps auparavant, justement, j'étais parti dans la plaine avec Laure, cette expérience de Laure assise dans la plaine. Et d'ailleurs, c'était en compagnie d'Éric Coisel qui avait fait des photos de Laure, qui nous avait pris en photo à ce moment-là, qui avait pris des photos de Laure dans la plaine. Et donc, à partir de ces photos, du souvenir de ce moment, j'avais commencé à faire des femmes assises, comme ça. Et Éric Coisel a choisi des grands papiers pour que Hubert Lucot travaille. J'avais mis de la résine polyester pour imprégner le papier, lui donner déjà une substance, une espèce de résistance. Et j'ai commencé à travailler la silhouette de Laure, un peu comme une gravure, parce que la résine sèche lentement, donc l'encre et la résine se sont mélangées
les traits se sont mélangés et elle est, d'une certaine manière, fondue dans la résine. Et ensuite, Hubert Lecault est venu, je me rappelle, il était assis dans un fauteuil, avec une table devant lui. Il y avait le dessin qui était étalé devant lui. Alors il demandait, eh bien, apporte-moi un feutre rouge. Alors, Éric Loisel avait prévu toutes sortes de crayons, de pics, de choses, de couleurs. Donc il connaissait l'esprit et les attentes d'Hubert Lecault. Et il commençait à donc écrire une sorte de récit, de narration. Je pense cette narration est très influencée par le dessin. Elle est très étonnante parce que je dirais que pour moi, ce paysage, c'est un paysage extrêmement lié ici à la plaine et à ce dénuement et à la solitude. Et le texte qu'il a écrit, c'est, je dirais, un texte de ville. C'est un moment urbain. C'est, le train va partir. Le train va partir. Il y a un côté, c'est une rencontre vraiment très, très, pour moi, très, très inattendue. Et donc il y a ce récit. Je pensais que Hubert Lecault allait écrire un texte pour chaque dessin. J'avais pris à peu près le même thème, donc j'ai fait des dessins à peu près similaires. Oui. Mais en fait, il a continué le récit sur des dessins très proches. Donc ça, à peu près le même thème, mais lui a continué son récit. Donc je m'attarderai au sein du passé, que ma stature dans un fauteuil prolonge. Ça, c'était sa situation, en quelque sorte, c'est ça. Seuil de ma restructuration. Aujourd'hui, je vois celle-ci dans le fauteuil lui-même, dans ses lignes. Alors là, tout d'un coup, le fauteuil, c'est celui qui prête à l'or. Ouais. Dans ses lignes, ses pieds, ses bras, dans leur croisement avec moi-même. C'est très étonnant, ces couleurs comme ça qui viennent et qui viennent dire, je dirais, chaque couleur pour des moments, des tas d'âme. Hubert Lecault, c'était une personnalité tout à fait étonnante. Et 2008, donc c'est la même année que l'autre dessin avec Salas Tétier. Absolument, voilà. C'était un peu de temps après. Oui. Oui, c'était peu de temps après. Alors là, nous allons voir un autre travail d'une autre compagnie, un autre moment, plus tardif. Oui. En 2017, pour une exposition, j'ai demandé au poète Joël Bastard s'il voulait bien écrire le texte que contiendrait le catalogue. Et je lui avais proposé une chose, je lui avais dit, écoute, on va partir dans la plaine tous les deux, dans le motif, en quelque sorte. Moi, je prendrais une brouette, j'aurais mis de la terre dedans, et puis une sellette, j'avais mis tout ça sur la brouette. Nous partirons dans la plaine, et tu écriras pendant que je... Enfin, j'avais proposé, hein, bien sûr, je ne suis surtout pas obligé, mais je lui ai proposé ça, d'écrire pendant que je travaille là-bas. Laure dit, mais pour écrire, il te faut... Alors, elle lui avait trouvé un siège dépliant, un siège de pêcheur avec des accoudoirs, tout ça. Et Laure lui avait découpé des feuilles de papier très en longueur. Elle lui avait dit, écoute, le paysage est en longueur, tu auras envie d'écrire en largeur. Tu vois. Et donc, directement sur place, il a écrit ça, comme ça, ces pages. En tout cas, il me les a laissées et j'ai dessiné. Oui, j'ai dessiné après, au milieu de son dessin. C'est une chose que Laure a encadrée comme ça très légèrement pour l'exposer, parce que je trouve que c'est très émouvant. C'est écrit, c'est plein de ratures, c'est sa pensée en direct. Et le texte du catalogue est bien celui-ci. Bon, ça, c'en est un deuxième. Ce sont des dessins très modestes. Hein. Je voulais pas détériorer son texte, parce que je trouvais qu'il fallait pouvoir vraiment le lire. Et déjà, c'était difficile parce qu'il est plein de ratures, mais justement, il est comme la vibration de l'air, je trouve, son texte. Puis il est aussi comme des strates, et j'aime beaucoup ça. Le côté stratification, c'est comme du temps qui s'écoule. Et donc là, il y a sa silhouette, alors très très vague, hein, en train d'écrire, et moi en train de travailler. Voilà. Donc j'ai reproduit dans chaque dessin, il y en a eu 4 comme ça. C'est un lieu inhabituel pour écrire un texte. C'est un lieu très inhabituel, et il faut savoir que le vent est extrêmement présent dans la plaine. La lumière, le vent, le silence, on pourrait dire, les oiseaux. Et alors, j'ai retrouvé deux sculptures sur lesquelles il a écrit. Voilà une des œuvres en terre ou des travaux très spontanés que je faisais dans la plaine sur cette sellette, donc, en argile. Comme il y avait beaucoup de vent, la terre séchait très vite. Il fallait être assez spontané. Il fallait
que les choses viennent presque naturellement, beaucoup de choses échouées. En tout cas, ce qui était merveilleux, c'était la discussion avec Joël Bastard, c'était les étonnements que nous avions, peut-être presque plus sur la nature que sur mon travail. En tout cas, à un moment donné, l'idée est venue qu'il puisse écrire dessus. Donc, il avait écrit « Le souvenir penché refait son chemin de terre et de grands vents. » Il y avait dans cette spontanéité quelque chose qui était très très lié à la poésie. Et moi, ce qui me touche, c'est de penser que ce travail solitaire de la sculpture, de travail dans la terre, tout d'un coup est accompagné de la pensée de quelqu'un d'autre qui l'accepte, qui adoube d'une certaine manière, valide ce travail qui est quand même modeste dans son objectif. Donc ça, c'est un autre travail, très simple. Mon ambition, c'était de courber l'horizon sur lui-même. Et alors, même chose, Bastard a écrit « Portrait vu du ciel, en cette terre, l'air contenu ». Il faut voir ça comme deux possibilités d'interprétation. C'est que effectivement, il y a le vide à l'intérieur, mais aussi c'est le fait que ça exprime l'air, le ciel, quelque chose qui est à la limite de la matérialisation, et puis quelque chose qui devient de plus en plus tumultueux, fragmenté, crevassé, qui est plutôt la terre, oui, la partie intérieure qui vient de s'extraire comme ça. Et le paysage, c'est quand même quelque chose qui s'extrait. Nous sommes pris en sandwich, d'une certaine manière. Pas très élégant, mais c'est cette idée-là, quand même. Et donc, je l'ai traduit en polyester de manière la plus fine, en essayant de conserver le maximum d'immatérialité à ce travail. Et là, on se rend compte par la forme de la sculpture que le polyester est aussi un petit peu transparent. Ah oui, mais c'est tout à fait volontaire. Oui. C'est-à-dire que le polyester, quand on l'achète, c'est un liquide qui ressemble à de l'huile de lin, ça, qui est translucide comme voilà, qui ressemble à l'huile de lin. Et donc, si tu ne mets pas de poudre, de cendre, de talc, de plâtre, de gypse, d'additifs, il ne s'opacifie pas. Il reste quelque peu transparent. On va passer à Michel Butor. C'est aussi, encore une fois, une initiative d'Éric Coisel, qui est venu un jour dans l'atelier, qui a vu ces dessins que j'étais en train de faire, qui sont un petit peu sauvages, je dirais. Là, c'est simplement cette encre de Chine, mis comme ça. Ici, avec les mains, j'ai créé cette espèce de soulèvement des choses, parce que je pense qu'il existe d'une certaine manière toujours cette espèce de tendance de tout ce qui est terre, sol, à se soulever, et ça encadre un petit peu le personnage qui s'éloigne là, ou qui avance, mais là je pense en l'occurrence qui s'éloigne. Et donc il a pris ces dessins, il les a apportés à Michel Butor. C'est parmi les derniers travaux qu'a fait Michel Butor. Ah, très bien. D'ailleurs, ces dessins étaient un petit peu donc, sauvages et n'avaient pas une destination à être vraiment ensemble. Michel Butor a essayé d'en faire véritablement quelque chose qui se suive. Donc il les a orchestrés, je dirais, ou il les a mis en scène. Il leur a mis un sens narratif. Il y a un peu comme une apparition et une disparition d'un personnage. Parce que nous avons perdu le marcheur, là. Là, on a perdu le marcheur. Il ne reste plus que un peu de lumière. Un peu de lumière, éventuellement, les traces qu'il a laissées sur le chemin. Oui, oui. Et enfin, ce dessin-là, avec un texte de Salastétier. C'est passé avec Salastétier, c'est ce qui s'est passé un petit peu avec Michel Butor. C'est-à-dire que là, par contre, j'avais fait ces dessins pour Salastétier, pour qu'il écrive dessus. Il y avait un destinataire précis. Ils étaient faits par série de 3. Tous un petit peu mélangés. Je pense que Salah commençait à être fatigué à l'époque. Et donc il a commencé parfois en écrivant à l'encre noire, parfois il a repris à l'encre bleue. Peu importe, c'est toujours très touchant et c'est très habité. Cet homme a fait alliance avec le paysage qui, comme lui, porte les signes de l'adieu. C'est vrai que Salah, à la fin de sa vie, était, je ne dirais pas qu'il était pessimiste, mais qui
Et il a écrit beaucoup de textes de cette teneur, comme ça. Les derniers poèmes qu'il a écrits, il y a un petit recueil tout à fait formidable de lui, où véritablement il explique sa disparition, sa propre disparition. C'est extrêmement touchant. Et là, le marcheur, c'est un marcheur, mais qui s'est arrêté. C'est un marcheur, oui, qui s'est arrêté au bord du chemin. Voilà. Ouais. Il contemple, mais il est nu, il est complètement il est dépouillé, il n'a rien. Oui. Il est comme comme une construction, il a plus le sens d'habitation, là. Oui. Il y a toujours une possibilité d'interprétation. En fait, je dirais même que quand je me lance dans les photographies des sculptures, je mets mes sculptures, je mets les lumières, tout ça, je prends une première photo, après je ne suis pas tout à fait là, je mets les lumières autrement, etc. Et la sculpture est tellement dépendante de l'angle de vue, de la lumière, etc., qu'elle change. Elle est capable d'énormément de transformations, sous le même regard. Au bout d'un moment, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je ne sais plus quelle sculpture je cherche à atteindre dans cette sculpture. Et je me dis que celui qui regarde la sculpture, il voit tout à fait autre chose. En fait, nous n'avons que, je dirais, le regard dans la même direction. Mais ce que tu vois, ce que tu sens, ce qui t'appartient tout de suite et ce que tu refuses, c'est toi, c'est vraiment toi qui fabriques le dessin, en somme. Je pense que c'est comme ça que les choses se passent. Et nous ne verrons jamais le dessin de la même manière. Quand je fais une sculpture, c'est là où j'ai l'impression de penser véritablement. Ce n'est pas une pensée qui s'exprime en mots, mais j'ai l'impression de penser, c'est-à-dire vraiment d'avoir l'esprit qui est comme quelque chose qui s'ouvre, comme ça. Et le sentiment de la sculpture, c'est toujours quelque chose qui est la matière. Il y a un rapport, je dirais, presque amical, amoureux avec la matière, de sensualité, tout ça. Et la matière, c'est vraiment, elle a ce côté tangible, cette puissance comme ça de résistance. Et petit à petit, au fur et à mesure que la sculpture évolue et que les traces se font de plus en plus fines et que chaque trait commence à prendre une importance qu'autrefois, tout ce qui se passait était très global et n'avait pas autant d'importance, petit à petit, les choses prennent de l'importance. Et il y a un moment donné où, moi j'ai ce sentiment-là, il y a un moment donné où on quitte la matière. En fait, je me demande si la sculpture n'est pas là pour arriver d'une certaine manière à quitter la matière. C'est-à-dire que pour disparaître à notre regard d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est un espèce de chemin pour aller vers quelque chose qui n'est pas comme ça collé au corps, collé au sol, n'est-ce pas? Acquérir un peu de légèreté par rapport à la réalité. Puisqu'on était sur Salas Tétier, je te présente le dernier livre que j'ai fait avec Salas Tétier. C'est un livre qui est composé de 3 ouvrages, en fait. Il a une histoire, c'est-à-dire que Salas Tétier souhaitait que je fasse une sculpture pour sa tombe, et il m'avait demandé de lui faire un chemin. Et donc j'avais fait un peu dans cet esprit-là. Et voilà, plus grand, à la dimension de la pierre tombale. Il y avait eu toute une discussion sur la vie et la mort, hein, comme il se doit dans ces moments-là. Et je lui avais dit, je vais te faire un ouvrage qui pourrait servir en quelque sorte le propos. Et donc j'avais réalisé ce travail où, avec une silhouette d'homme et un travail sur son double. Donc il a travaillé, et donc ça a donné ça. Le titre du livre est À bout portant. Il n'est pas sur, je dirais, la mort, il est plutôt sur la vie. Voilà, en tout cas, tel que je l'ai pu le lire. C'est un livre assez libre dans le ton, avec des titres tout d'un coup qui apparaissent. La néantisation des œuvrés. L'espace a défait l'espèce. Donc il y a du jeu de mots, de la... je ne sais pas comment expliquer ça, je ne suis pas un littéraire, mais il y a une manière de tourner les phrases qui leur donne des sens divers et variés, avec une forme d'érotisme. Oui. Il rêve d'une femme aux jambes écartées, poreuse et longue et noire. Il rencontre, au-delà d'un temps vide, un bois maigre, de toute façon, à bout portant. Ça, c'est le premier. Le deuxième réutilise d'autres éléments, toujours avec beaucoup de texte, avec de temps en temps des expressions comme bas, des espèces de... Onomatopée. Oui, d'onomatopée, tout ça c'est du tintamarre.
Tu débouches de l'autre côté face au même. Tu n'as pas avancé d'un pas. Il y a quelque chose comme ça, un peu d'amertume, un peu de regret, de nostalgie, et en même temps, il ne s'est pas complètement laissé aller, puisque dans le troisième livre, ouvrage, il y a à bout portant les ruines, à bout portant la mer, à bout portant quoi d'autre? Il y a marqué au graffiti, à bout portant les arts, à bout portant ceci, à bout portant ceci, à bout portant l'amour, à bout portant la vie. Et toujours cette ligne d'horizon là que tu fais avec un cordeau de maçon, un Oui, cordeau bleu. absolument. Oui, oui. Je partage l'espace de manière à rendre le livre, lui donner une sorte d'espace. Le fait qu'il y ait que ce soit un pliage, n'est-ce pas, l'espace entre, et donc il y a des lointains qui se créent, des mouvements. Et tu vois qu'il a été, à un moment donné, il a été extrêmement loquace. Et c'est vrai que c'est très, très bouleversant. Ça, je tenais absolument à te montrer ça, parce que c'est un peu une des dernières choses de Salastétier, et surtout un Salastétier extrêmement pugnace, Oui. tenant ferme à la vie, à l'existence. Il a bien senti, à travers ce travail, les questions que je lui posais, à travers les dessins, et les réponses qu'il a pu donner. Voilà, ça c'est le livre de la Salastétie qui m'est très cher. Je vais te montrer 3 autres livres. Un qui a été fait avec Yéphane de Villiers, Ombre d'éternité, qui a beaucoup joué avec la résine polyester, car l'idée c'était d'abord de faire des silhouettes en résine polyester, et Yéphane y a posé son écriture, l'écriture de la transhumance de son peuple, de ce peuple imaginaire, et qui ont une forme d'écriture, un monde en soi. Et lui s'est fait le traducteur, l'interprète, celui qui exprime ce monde. Ce monde, on pourrait dire que presque l'imaginaire est plus réel que le réel. De toute façon, il n'y a pas de différence entre l'imaginaire et le réel, mais tout fait partie de la réalité. Donc à partir de ces silhouettes, je suis intervenu. Lui, il est intervenu sous forme d'écriture, sous forme de graphisme. Et donc, il illustre, d'une certaine manière, où il parle, il fait parler ces silhouettes à sa façon. C'est ça. Et la Alors, résine que tu utilises en sculpture, qui est là sous forme brute, on va dire. oui, qui Oui. a posé et qui rend le papier Oui, transparent. transparent. Mon dessin, c'était un dessin qui, d'une certaine manière, était une conversation entre 2 figures qui se décalquaient d'une certaine manière, parce que très souvent, c'était par application, comme ça, qu'on passait d'une figure à l'autre. Et donc, c'était des conversations. Donc ça a été un premier livre avec Yéphane de Villiers. Il y en a eu un autre. Ce sont des ombres, sauf que ce sont des ombres transparentes. C'est-à-dire qui sont traversées par la lumière. Ce sont des ombres inversées. Tout l'espace est figuré, tout l'espace est là, et il n'y a rien. Et toujours cet alphabet inventé qui sort de sa mythologie. Absolument, qui accompagne. On pourrait penser qu'on comprend, qu'on lit quelque chose, et l'écriture est aussi énigmatique que les silhouettes, finalement. Nous avons fait ça en 2015. J'ai travaillé avec un jeune homme qui s'appelle Armand Dupuis, qui a beaucoup de talent. Et ce sont des dessins sauvages, faits comme ça, sur des pliages que m'a donné, je crois, Éric Coisel. Il m'a dit, tiens, il me reste ces bouts de papier, fais-moi quelque chose. Donc, il y a un peu de résine, il y a un peu de... Le dernier livre, c'était celui de Ancet. J'aime beaucoup ces livres parce que ce sont des pliages. Et donc, je peux travailler sur toute la longueur du pliage. C'est un seul morceau de papier. C'est un seul morceau de papier, avec toujours cette idée d'un partage entre la terre et le ciel. Donc une intervention légèrement différente, évidemment, pour ce qui est du bas et ce qui est du haut. Un texte de Jacques Ancet
qui est un homme que j'apprécie tout particulièrement, que j'ai un tout petit peu rencontré à l'occasion du Festival de la poésie à Rodez, où était décerné le prix Antonin Artaud. Et donc la présence d'une silhouette, simplement pour, encore une fois, marquer ce passage entre cette verticalité minuscule, mais qui est si importante, puisqu'elle nous concerne au premier chef, cette verticalité qui va interrompre la séquence. oui, la séquence. Sans nous, il n'y a pas d'interruption. Grâce à nous, il y a une interruption. On pourrait dire ça. Et il y a chez lui cette écriture extrêmement soignée, Oui. Un pavé extrêmement bien posé sur le papier, bien pensé, oui. Très belle écriture. Très belle. Par la forme et par le contenant. Oui, oui, oui. Voilà, je ne sais pas combien de livres j'ai fait, mais toute rencontre avec un poète à travers ce travail, parce que Michel Butor, je ne l'ai quasiment pas rencontré, sauf par hasard un jour, mais il ne sait pas qu'on a fait des livres ensemble, parce qu'il a fait énormément de livres avec beaucoup de gens. J'ai fait quelques livres avec René Quinon, qui est un homme que j'ai donc beaucoup aimé. Pour moi, c'est très important ce moment de rencontre. J'ai eu quelques livres en préparation, mais qui arrivent. C'est très long. Hein. C'est très long. C'est très long. Après, j'ai travaillé avec des jeunes gens pour faire des livres avec une nouvelle génération, je dirais, de poètes comme Armand Dupuis ou Alexis Saudren. Et ces livres commencent un petit peu à arriver. J'ai aussi énormément travaillé avec Daniel Devers. Il y aurait beaucoup de choses à te montrer, mais je pense que c'est déjà donner une idée générale de ce qui est fait. Moi, je suis toujours prêt à... La compagnie des poètes, pour moi, est formidable et je veux bien continuer à tout moment. Merci Jean pour cet après-midi à Givrennes, dans cette campagne pleine de céréales et de fleurs de tournesol. En pleine moisson. Et fleurs de tournesol en ce moment. Oui, absolument. Voilà. Merci beaucoup pour ta visite. Merci beaucoup de ton accueil. À bientôt. À bientôt.